Alors, bonjour, bienvenue à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette deuxième capsule en direct au-delà du salon, qui se veut en fait un espace solidaire d'échange, de discussion en toute simplicité. On est là pour vous informer et bien sûr vous soutenir à travers cette difficile période. Alors, je me présente, Poussa Divani, fondatrice du Salon de la Mort. J'aimerais ça faire un petit retour sur notre dernière capsule où je vous remercie encore pour votre indulgence parce que c'est une nouvelle technologie. Je ne suis pas tout à fait au fait, un peu à l'échelle dinosaure, donc je vous remercie pour votre patience. Et puis aujourd'hui, avec Hélène et mes invités, nous allons aborder les célébrations funéraires en contexte de pandémie. Alors oui, il ne faut pas se le cacher, puis il faut se rendre à l'évidence. Nous avons des bouleversements de deuil qui se vivent présentement. Alors avec ces invités, nous allons aborder tout ça. Alors bien sûr, Hélène va nous faire une belle chronique en lien avec la thématique, mais avec son regard d'officiante funéraire. Par la suite, Martin Bolduc de l'espace Hommage Bleu Ciel, Maison funéraire, viendra nous exposer les réalités que vivent les maisons funéraires avec les contraintes et tout ce et tous les bouleversements qu'ils doivent vivre également et par lesquels ils doivent passer avec la famille, les employés et justement avec les nouvelles normes de la direction publique, de la santé publique qui leur est imposée. Et bien sûr, il y aura également David Beaulieu, qui est VP Innovation chez Atos, qui viendra nous parler de eux, leur façon de pouvoir également aider les familles et les soutenir à travers ce processus qui est chamboulé des célébrations et des funérailles. Alors voilà, Hélène, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver aussi pour pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est extrêmement pertinent en ce moment. Alors toi, Hélène, qui est auteure, conférencière, accompagnatrice de fin de vie et surtout aussi officiante d'une funéraire qui nous est pertinent aujourd'hui avec le propos. Comment tu trouves ça? Là? Comment tu ressens-tu les familles que tu rencontres? Quels sont leurs besoins? Et comment, toi, tu penses qu'on peut les soutenir à travers ce bouleversement-là au niveau de la célébration funéraire? Écoute, c'est sûr que la question me préoccupe grandement parce que je sais à quel point les funérailles sont un moment important dans le processus du deuil. Tu sais, quand je rencontre les familles habituellement dans des contextes réguliers, là, avant que la pandémie soit présente, déjà les gens étaient très réticents à faire des funérailles et souvent ils me demandaient d'accélérer le processus, de faire ça rapidement. Et quand on en discutait ensemble, en fait, je leur faisais comprendre que on a une chance de faire ce moment-là, de souligner en fait ce que la personne qu'on aimait a transmis au travers de son passage. Et finalement, on faisait les funérailles ensemble, mais ils étaient toujours très contents après parce que la funéraille, en fait, ça vient boucler la boucle du moment du décès. Les funérailles, en fait, ça sert beaucoup à prendre conscience de la perte physique de cette personne-là. Parce que la mort, ça reste toujours quelque chose de très mystérieux, de très particulier, qui fait que ça laisse une onde de choc. On a l'impression que ce n'est pas arrivé pour vrai. Ça, on se pose la question, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que je vais me réveiller? Donc, les gens sont déjà dans un contexte très particulier, déjà au niveau du deuil, dans un contexte normal. Alors, on peut très bien s'imaginer que dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, où les funérailles ne sont peu ou pas possibles, où les gens ne peuvent pas se retrouver aussi ensemble, parce que les funérailles, ça sert, oui, d'accord, à prendre conscience que la personne est vraiment partie physiquement, vraiment décédée, mais ça sert aussi à pouvoir exprimer sa propre peine dans un contexte qui est respectueux de ce que les gens vivent, et aussi entourer des gens qui nous sont chers et qui ont connu la personne qu'on a aimée. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, il n'y a à peu près rien de ça qui est possible. Alors, je peux comprendre à quel point les familles sont dans un bouleversement émotif incroyable en ce moment. De ne pas pouvoir se toucher parce que les câlins, le réconfort, tout ce que les gens nous apportent, même les gens qu'on a plus ou moins connus, mais qui ont connu l'être cher qu'on a aimé aussi, qui viennent nous voir au salon pour nous apporter leur support, pour nous dire « Ah, moi, je l'ai connu dans tel contexte. » Donc, ça, c'est réconfortant. Et là, en ce moment, on n'a à peu près rien de ça qui se passe. Donc, c'est troublant.
Oui, c'est vrai que c'est des adieux rapides, en fait. Puis en l'absence de rituel funéraire, puis de célébration, je pense que ça peut être extrêmement brutal. Puis c'est très déshumanisant. Oui, vraiment, les gens sont déstabilisés en ce moment. Ils ne savent pas trop, en fait, parce qu'un deuil en différé, c'est difficile aussi. Tu sais, c'est comme un corps, par exemple, qui se serait noyé puis qu'on n'a pas retrouvé encore. Tant que le corps n'est pas retrouvé ou dans un accident d'avion qu'on n'a pas identifié le corps, les gens et les familles, en fait, trouvent très, très difficile dans ce contexte-là de commencer leur deuil. C'est comme quand il y a des choses très concrètes au niveau des rituels, entre autres, qui se sont produits, qu'on peut commencer le processus du deuil. Ça ne veut pas dire que tout est réglé après la funéraille, mais c'est comme une première porte ouverte à ce qu'un deuil favorisant une sérénité éventuelle puisse se faire. Et là, Oui. en ce moment, ils n'ont pas cette partie-là. Donc, de différer le deuil dans 6 mois, dans 8 mois, ça fait qu'en ce moment, les gens sont en attente. Oui, c'est ça, il y a un vide. Il y a un vide, effectivement, qu'on ne sait pas trop comment combler. Et c'est ça la grosse difficulté en ce moment. C'est pas de ne pas pouvoir vivre le deuil éventuellement, mais c'est en ce moment, on fait quoi avec ça? Comment je vis mon deuil alors que je ne peux pas expérimenter tout ce que je vis en temps normal dans un contexte d'une funéraille régulière, là? Oui, parce qu'habituellement, le deuil aussi, c'est un processus naturel là, de cicatrisation qui s'étend dans le temps aussi. Alors là, Effectivement. c'est sûr qu'il y en a qui doivent dire, bon, il faut que je book tout de suite parce que j'ai tellement d'autres préoccupations. Alors, cette souffrance-là, cette douleur-là, elle reste quand même, ça nous rattrape plus tard, là, au fil de notre vie, j'imagine. Vraiment, c'est très présent parce qu'en ce moment, on est comme, effectivement, tu l'as bien dit, dans un vide. Donc, on fait quoi en attendant que la pandémie se termine, qu'une funéraille officielle puisse être possible? Donc, Mhm. si on attend plusieurs mois encore, pendant ce temps-là, la famille vit un deuil, mais c'est comme si elle ne peut pas l'exprimer. C'est comme si elle a arrêté de vivre pendant un certain temps parce que là, c'est difficile de recommencer le quotidien. Premièrement, tout le monde est en confinement. Donc, déjà là, on ne peut même pas recommencer à vivre normalement. Et comme il n'y a pas rien eu qui s'est fait, il n'y a pas eu de funérailles, il n'y a pas eu de moment d'arrêt pour les proches de cette personne-là, bien là, ça fait il y a vraiment effectivement un vide qui se produit où là, on se demande comment je vais vivre mon deuil en ce moment. Comment traverser ce moment-là? Puis à travers ce processus-là où on anticipe notre mort ou la mort d'un proche, c'est paralysant aussi de savoir, en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est infecté, je suis à l'hôpital, je sais que les visites sont limitées ou quasi inexistantes, ou derrière une vitre, ou encore être une aînée qui est dans une résidence, puis juste à l'idée de mourir seule, de ne pas avoir tes proches à tes côtés, ça doit être extrêmement angoissant. Alors, tout ça aussi embarque sur l'idée de, pas juste par rapport aux gens qui vont rester, les vivants, mais toute la personne qui risque de partir, qui anticipe ça. Ça doit être extrêmement, très angoissant. Oui, parce que souvent, même, tu sais, moi, j'accompagne des gens en fin de vie, puis souvent, la peur des gens, c'est de ne pas être présent au moment où le décès va arriver. Puis là, en ce moment, ben, c'est beaucoup ça qui se passe parce qu'effectivement, il y a des contextes où on interdit même les visites pour la protection de tout le monde, en fait, du personnel soignant et des gens aussi. Donc, peux-tu t'imaginer toute la problématique en ce moment de vivre un deuil comme ça, de ne pas pouvoir être présent, de ne pas pouvoir assurer son support, de tenir la main à la personne qu'on a aimée. Des fois, il y a certains endroits, bon, tu vois, moi, mon père est en hébergement et j'ai su aujourd'hui que finalement, si quelqu'un est en fin de vie, une seule personne peut être au chevet de la personne en fin de vie. Bon, c'est pas la famille, c'est sûr, c'est pas l'entourage, surtout quand on est une famille très unie, mais au moins, il y a une possibilité de dire, bien, au moins, il y a un petit quelque chose qui peut être fait pour que cette personne-là ne soit pas seule, mais malheureusement, c'est pas possible partout non plus. Donc, c'est une autre problématique, effectivement. Donc, c'est des deuils difficiles, ça, qui, dans le temps, vont sûrement avoir un impact. Est-ce que, en attendant, est-ce que les gens pourraient trouver une façon de commémorer ce départ-là, en fait, à l'échelle domicile, là, je ne sais pas, un rituel ou, en fait, Oui, comme moi, je pense à l'hôtel de mes ancêtres qui est dans oui. ma chambre, et puis, Tout à fait. C'est exactement ça que j'allais te proposer, entre autres. oui, Parce qu'effectivement, c'est important en ce moment, en attendant qu'il y ait quelque chose qui puisse se vivre tout en famille, tout ensemble, comme on le fait habituellement. C'est important de ritualiser cet événement-là. Donc, oui, j'encourage les gens à se faire un petit hôtel, donc, une petite table, un petit coin qui va être particulier où on peut mettre une photo de la personne qu'on a aimée. Peut-être des petits objets qui signifient aussi ce qu'elle a représenté
passage. Et à ce moment-là, de pouvoir se recueillir peut-être au chevet d'une photo, en fait, et de pouvoir parler à notre être cher, puis de lui dire comment on trouve ça difficile. Une autre façon aussi qui pourrait être possible, ce serait d'écrire une lettre. Moi, j'ai un de mes frères qui est décédé subitement, où j'ai pas pu être présente au moment de son décès. Et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au niveau du processus du deuil exactement, tu sais, tout à fait un peu comme on le vit actuellement. Donc, je me suis fait un rituel moi-même où j'ai attendu d'être un moment où j'étais seule. Donc, j'ai comme préparé le terrain à un moment de recueillement. Et je lui ai écrit à mon frère une longue lettre, comme si je lui parlais directement. Autant sur ce qu'il m'a apporté dans ma vie que sur les manques peut-être qu'on a eu dans notre relation, ce que j'aurais souhaité, ce dont j'aurais voulu qu'il soit possible. Et ça permet, entre autres, de libérer certaines choses et de dire aussi, de pouvoir exprimer sur papier quelque chose qu'on a vécu avec cette personne-là puis qu'on aurait aimé peut-être lui dire, surtout si on n'a pas pu être présent au moment de son décès. Donc, ça peut être une autre façon. On peut aussi allumer des bougies. Allumer des bougies. Les bougies sont toujours très, très... Dans tous les rituels, les bougies ont une importance. On en met dans les funérailles, on en met dans les baptêmes, dans les mariages, dans les anniversaires qu'on célèbre en famille. Il y a presque toujours des bougies. La bougie, elle a vraiment une symbolique très particulière. Alors moi, j'inviterais les gens à allumer une bougie peut-être à tous les soirs avant de se coucher ou en se levant le matin, avec une intention portée vers cette personne-là, pour lui dire qu'on pense à elle, qu'on est touché de ce qui se passe en ce moment, qu'on espère pouvoir rendre hommage à son parcours et à sa vie d'une façon honorable et d'une façon digne aussi. Donc, on peut se créer soi-même nos propres rituels. Là, c'est sûr que ce n'est pas le temps de planter des arbres, mais éventuellement, ça pourrait être aussi la plantation d'un arbre ou d'une fleur qui est une vivace qui va revenir à chaque année. Donc, c'est très important de se trouver soi-même en ce moment des rituels. Et je dirais aussi une autre chose qui est très importante en ce moment, c'est sûr que le contact physique en ce moment avec nos proches n'est pas possible à cause du confinement. Mais ne perdez pas quand même le contact avec les gens. Ne vous isolez pas dans votre peine. Donc, si vous avez des frères et sœurs, des amis, des gens qui ont connu votre être cher aussi qui est décédé, restez en contact par des courriels, par le téléphone, par une envoi de lettres aussi. Ça fonctionne encore, même aujourd'hui, envoyer une lettre avec un beau message. On peut envoyer aussi, peut-être sur la page Facebook de cette personne-là, des beaux témoignages pour dire de quelle façon la personne nous a touchés à travers son passage. Donc, garder le contact, c'est vraiment très, très important. On peut être solidaire de façon différente. Il faut s'adapter en ce moment. Tout le monde doit s'adapter à des façons de faire différentes, mais c'est quand même possible de garder ce lien-là puis de l'enrichir le plus possible. Peut-être que ça va permettre même de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement dit. Ben, merci Hélène, c'est de bons conseils en fait. Je trouve qu'il y a des pistes inspirantes qui peuvent justement amener une certaine sérénité dans les familles. Je le souhaite grandement. Alors mes pensées sont avec tous ces gens-là qui justement perdent un proche d'une mort naturelle et non seulement d'une mort causée par le COVID. On est de tout cœur avec vous et la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est d'avoir cette écoute-là, cet échange-là. Alors, gênez-vous pas, si vous avez des questions, joignez-vous à nous, écrivez-nous, on va être disponible pour vous. Et puis, on va recevoir M. Martin Bolduc sous peu, qui va se joindre à la discussion, qui va nous exposer la réalité des maisons funéraires. Alors, tu parlais, Hélène, en attendant, j'avais oublié de mentionner aussi que on allait conclure cette capsule en direct avec la délicieuse musique de Laure tout à l'heure. Alors, je m'excuse, Laure, j'ai omis d'en faire mention tout à l'heure. Ceci dit, c'est vrai, ce contact-là est important. Et puis, parce que sinon, on va tendre à s'isoler et davantage peut-être justement plonger dans cette angoisse, ces peurs-là, si on ne l'exprime pas. Puis, on demande aussi peut-être aux proches d'être plus à l'écoute aussi des gens de le sentir, puis d'essayer de s'ouvrir davantage. On est à l'époque où là, on s'ouvre à tout le monde, là. On n'a pas le choix et il faut garder ce côté humain-là vivant. Donc, je pense que ça aussi, hein, Hélène? Oui, en plus, je dirais à l'entourage, tu sais, un petit coup de téléphone juste pour dire comment tu vas, je pense à toi, des choses très simples. Des fois, on a peur d'être maladroit et de ne pas savoir quoi dire. Mais mieux vaut dire, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, je suis avec toi.
Je suis de tout cœur avec toi, puis sache que je suis présente, que si tu as besoin de parler à quelqu'un, que ce soit par courriel, par Messenger, par téléphone, que je suis disponible pour toi et je vais me tenir au courant, je vais t'appeler régulièrement. Donc, assurer un suivi et faire en sorte que la personne qui vit le deuil ne se sente pas complètement isolée parce que souvent, dans les moments difficiles ou de grandes pertes, on a tendance souvent à s'isoler par protection parce qu'on ne sait pas trop comment vivre ça. Mais si on se sent entouré par les gens qui sont autour de nous, ça va déjà apporter un support qui va être... Mhm. Écoute, on attend Martin, mais Martin n'arrive pas. Alors, on va continuer la conversation, Hélène, oui. pour à savoir, toi, est-ce que tu as des livres que tu pourrais nous recommander ou Oui, des oui, je outils? suis contente que tu en parles effectivement parce que, ben, entre autres, j'encouragerais les gens parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur Facebook. Et ceux Oui. qui nous écoutent, entre autres aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont Facebook. Il y a plusieurs groupes sur Facebook qui sont des groupes sur le deuil, des groupes d'accompagnement, des groupes de soutien où on peut aller partager avec d'autres personnes qui vivent aussi des deuils. Des fois, de savoir que d'autres personnes vivent des situations qui ressemblent un peu à la nôtre, ça peut être très, très solidaire. Alors, j'en ai pris quelques-unes en note pour vous diriger un petit peu, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même plusieurs. À vous d'aller chercher celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre personnalité aussi. J'ai vu qu'il y avait la cellule du deuil, qui est un groupe qui parle de deuil. Deuil en lumière, les mots du deuil. Il y a Karine Leclerc aussi avec les alliés du deuil qui est très connue. Donc, allez écrire, allez voir ces pages-là sur Facebook, allez vous mettre en lien avec ces gens-là pour justement pouvoir sentir que d'autres personnes qui vivent ce que vous vivez puis que vous pouvez partager entre vous. Souvent, on dit que les personnes qui ont vécu la situation, c'est ceux qui nous comprennent le mieux. Et j'aimerais vous proposer le livre de Joanne de Montigny, qui est une psychologue qui a travaillé en soins palliatifs, qui est très connue dans le milieu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand l'épreuve devient vie ». Et ce livre-là, justement, parle du deuil. Donc, ça pourrait peut-être vous aider à traverser ce moment-là si vous avez besoin. Ah, ben merci beaucoup, Hélène, pour tous ces judicieux conseils, bienveillants. Alors, bonjour, Martin, tu te joins à nous. Oui, Alors, je bonjour. suis contente, je suis rassurée parce que je ne suis pas la seule qui a des petits défis techniques au niveau de la technologie, là. Alors, bienvenue à cette deuxième capsule Au-delà du salon. Alors, Martin Bolduc, vous êtes propriétaire du salon Bleu Ciel à Montréal et, entre autres, si je ne me trompe pas, il vous Oui, en a... à Montréal, puis à l'Épiphanie aussi. Ah, d'accord, c'est ça. On a deux Alors, Martin, succursales. aujourd'hui, j'aimerais ça savoir, avec le flux d'informations qu'on reçoit, on est bombardé de partout. C'est difficile de s'y retrouver et surtout, là, ces temps-ci, on parle beaucoup du volet, justement, funéraire. Est-ce que tu peux nous exposer, je m'excuse, et c'est correct si je te tutoie, Il n'y a pas de problème. est-ce que tu peux nous exposer la réalité des maisons funéraires suite aux règles strictes qui vous sont justement imposées par la Direction de la santé publique? Oui, bien, c'est certain que avec la santé publique, ça a amené beaucoup de changements. Je vous dirais plus au niveau de la relation avec les familles au moment des visites, par exemple. Parce que à la base, on a des mesures qui étaient là de toute façon. Dans notre mandat de directeur de funéraire, on doit s'assurer de protéger la santé publique de tout temps. Euh, Là, évidemment, on a un nouveau virus qui est un petit peu plus dangereux, beaucoup plus dangereux même pour les gens que ce qu'on vit à l'habitude. Donc, évidemment, il y a des moyens de précaution qu'on doit prendre de plus, nous, quand on manipule les défunts, mais aussi et surtout quand on s'occupe des funérailles. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de changements. Des changements qui, tout à l'heure, j'entendais là, par rapport au bouleversement que ça peut créer dans le deuil, bien évidemment, ces changements-là sont directement liés à ça aussi. Bien entendu, ça fait des changements aussi parce que, bon, on va parler plus de Montréal parce que c'est une réalité beaucoup plus montréalaise, mais on a beaucoup de religions différentes, puis d'origines ethniques différentes. Puis eux aussi, ils ont des pratiques un petit peu plus qui leur appartiennent, mais qui doivent être malheureusement mis en confrontation avec la situation. Donc, Oui, évidemment, c'est ça. ça amène des changements de pratiques là-dedans aussi, là.
leur rite aussi, justement, dans ces diverses religions-là, les rites funéraires aussi sont modifiés, sont bouleversés. Ah. Est-ce que justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Est-ce que tu as vécu des situations avec lesquelles tu as dû t'ajuster avec les familles et leur expliquer, même si des fois ça devait être difficile de leur faire comprendre que malheureusement, on ne pouvait pas procéder ou... Ben oui, effectivement, comme par exemple, j'ai eu à rencontrer une famille bouddhiste. Puis la façon un peu de procéder avec les familles bouddhistes, c'est qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui viennent pour des visites, offrir les condoléances et tout. Puis à la fin, quand ça vient le temps de la disposition, ce qu'on pourrait appeler l'enterrement là, dans un sens large, bien eux, dans cet aspect-là, c'était la crémation qui a besoin d'être mis en avant-plan. Et d'habitude, ce qui se passe, c'est que la famille vient au crématoire avec les moines bouddhistes. Et là, malheureusement, on doit réduire énormément le nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bien plus que 2. Et évidemment, je ne compte pas, nous, là, les acteurs du milieu funéraire. Je vais plutôt parler de la famille, les prêtres ou les moines. Et malheureusement, les moines ont préféré, pour une raison sanitaire, bien entendu, de ne pas être là. Donc, tout l'aspect de dernière prière devient escamoté par défaut. C'est un petit peu plus difficile pour les familles à vivre. Heureusement, la situation fait que les gens comprennent. Mais comprendre, c'est pas faire semblant qu'il n'y a pas de deuil, là. Donc, il va y avoir quelque chose éventuellement à faire, malheureusement, pour eux et ça va être reporté dans le temps. Là, on va faire, par exemple, la crémation dans une situation comme celle-là, juste avec des personnes restreintes et ça va se terminer comme ça. Mais on peut penser aussi aux funérailles orthodoxes, par exemple, comme les orthodoxes russes, où à l'église, les gens vont amener un dernier au revoir en embrassant des icônes, en embrassant les mains de la personne décédée, en s'approchant du cercueil. Évidemment, il y a beaucoup de gens. On ne peut plus faire ça. Donc, on doit aller directement au terrain. Il y a beaucoup de choses. Le prêtre va pouvoir faire certaines prières en présence de la dépouille. Il n'y aura plus tous les gens qui sont réunis normalement. Donc, ça vient vraiment bouleverser les familles musulmanes dans lesquelles aussi il n'y a pas d'embaumement, à moins que le nombre d'heures requis pour qu'on puisse éviter l'embaumement soit dépassé. Mais ces personnes-là, présentement, peuvent participer au lavage s'il n'y a pas de cas de virus, mais ne pourront pas participer à une dernière prière, par exemple, à la mosquée en présence de la dépouille. Et la dépouille va être enterrée avec 2 personnes et les gens du cimetière. Donc, c'est vraiment des gros bouleversements pour ces gens-là, là. Alors, justement, avec tout ça, nous, c'est difficile de s'y retrouver également, Martin, si jamais il y avait quelque chose qui arrivait. On ne le souhaite pas, mais il faut quand même... ce sont des réalités. Est-ce que tu pourrais me donner des étapes cruciales à suivre lorsqu'un décès survient à l'heure actuelle? Oui. Qu'on Oui, compare à domicile ou le à décès va survenir dans 2 circonstances. Hein. Il va soit survenir dans un centre hospitalier ou à domicile. Dans les 2 cas, il y a des procédures à partir du moment qu'on appelle la maison funéraire. Mais dans le premier cas, si c'est le décès, il survient dans un hôpital ou un CHSLD, nous, on va être avisé par la famille, on va contacter ces établissements-là pour se mettre en lien avec eux, pour obtenir les autorisations pour aller chercher la personne décédée. Là, je parle dans un décès, dans un cadre normal. Quand le décès va survenir à domicile, bien, ce n'est pas nous qu'il faut appeler en premier, bien entendu. Il faut faire le 911, les services ambulanciers vont venir. Il va y avoir par la suite ce qu'on appelle un constat de décès à distance. Donc, c'est un médecin dans un bureau qui parle avec les ambulanciers et émet ce constat de décès-là. Quand il est émis, là, on peut communiquer avec la maison funéraire. Et nous, quand on va faire la rencontre, parce qu'évidemment, en parlant avec les familles, on va prendre un rendez-vous. Le rendez-vous pourra se faire selon les circonstances présentement, soit à distance ou en personne. On est quand même encore capable d'accueillir les personnes. On crée une distance physique dans le bureau, mais on peut quand même le faire si les gens ne sont pas contagieux, si les gens n'ont pas de gens autour d'eux qui auraient pu potentiellement soit revenir de voyage, ou etc. Donc, on va avoir besoin, là, pour la prise de rendez-vous, que les gens nous fournissent certains documents. Numéro d'assurance maladie du défunt, par exemple, et de son conjoint, si le conjoint est toujours vivant.
Même chose pour le numéro d'assurance sociale. Et si la personne qui couvre les frais funéraires, qui doit régler les factures, ce n'est pas la même que le conjoint, par exemple, devra obtenir aussi son numéro d'assurance sociale. C'est pour la Régie des rentes du Québec parce qu'on accompagne dans ces choses-là. On va avoir besoin du nom des parents, du lieu de naissance. Ça a l'air drôle à dire, ça a l'air d'être basique, mais c'est des choses que les gens ont besoin d'avoir rapidement parce que quand survient le décès, on doit l'enregistrer à l'état civil. C'est des documents qu'on a besoin. C'est le bout un peu plus aride que je parle, mais qui est là, qui est une réalité. Si la famille a prévu pour une exposition, même si elle est restreinte, ça va prendre des vêtements, ça va prendre des sous-vêtements, des choses comme ça. Puis c'est important d'y penser avant de venir au salon, parce que là, on doit en plus vivre avec le fait qu'on doit faire le moins de déplacements possible. S'il y a un pacemaker, c'est important d'aviser, parce que nous, on doit procéder en conséquence aussi. Donc, c'est tous des détails, je dirais, techniques, plates, mais qui ont malheureusement pas le choix d'être mis dans la balance des choses à faire. Pas le contourner, c'est... Exactement. J'aurais une question, Martin, pour toi. Certainement. Je me demandais, par rapport à votre salon à vous, est-ce que vous avez eu des consignes concernant quand vous allez chercher le corps, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit en centre d'hébergement, est-ce que les représentants qui vont chercher le corps aussi ont eu des mesures à prendre par rapport à la pandémie actuellement? Oui, absolument. On a des mesures à prendre. En fait, quand c'est un décès qui est lié au COVID-19, on est avisé préalablement. Donc, on va porter les équipements demandés par le ministère de la Santé et des Services sociaux parce que, évidemment, le 26 mars dernier, parce qu'on a eu quelques communications, là, les maisons funéraires avec le ministère, mais le 26 mars dernier, c'était la dernière, j'appellerais update de ce qu'on a eu. Puis ce qui est autorisé au niveau des protections, ce qui est demandé, évidemment, dans un cas de COVID, c'est port de la visière, masque, pas nécessairement le N95, parce que si on a la visière, on est quand même protégé. La jaquette protectrice au niveau des éclaboussures, de façon à éviter à ce que tout ce qui pourrait sortir du défunt se colle sur nos vêtements. Alors, c'est principalement ça, porter double paire de gants parce que, première paire, on va désinfecter si la personne est déjà dans un sac, désinfecter le sac avant de le manipuler. Deuxième paire en dessous, évidemment, par double protection et, évidemment, pour que dans la suite, on n'ait pas les mains libres si on manipule. Est-ce que chez vous, vous allez vivre une pénurie d'équipements soi-disant médicaux aussi, comme vit actuellement le milieu de la santé? Est-ce que tu crois que ça va être quelque chose auquel on doit s'attendre aussi? Bien, ça va dépendre des régions, puis je pense que ça va dépendre des maisons funéraires, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, puis là, bien évidemment, je n'ai pas les sources de où ces personnes-là sont allées, mais dans un cas, prenons par exemple la maison où il y a eu 6 décès à la Valtrie, la maison funéraire, si c'est la même qui s'est occupée des 6 décès, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc, dans nos mesures habituelles, on n'a pas besoin de tout l'équipement que je viens de vous mentionner. On en a toujours eu de tout temps parce que les embaumeurs en ont besoin dans le cadre de leur travail. Et là, en trouver, je vous dirais que c'est assez difficile. Donc, si on n'a pas à long terme les équipements nécessaires, on va peut-être vivre un petit problème avec ça. Bien, ça m'amène justement à la dernière question avant de conclure avec toi, Martin. Est-ce que tu crois que les maisons funéraires, est-ce qu'au Québec, on était prêt à vivre une telle situation, justement, de type de crise à cette échelle-là? Là? Je vous dirais que oui et non. C'est bizarre comme réponse, mais je dirais oui si la province elle est épargnée en termes de nombre de décès, parce que si on prend juste le nombre actuel, ça ne crée pas un problème au niveau de tout ce qu'on a à vivre comme mesure de prévention. Mais si ça partait sur une dérape, je pense qu'on vivrait les mêmes problèmes que les centres, le système de santé, là, évidemment. Donc, on devra se trouver des moyens qui vont être sensiblement les mêmes, quitte à être des moyens que nous, on va faire de notre propre, dans nos propres maisons funéraires. Comme par exemple, est-ce que des visières, bien, si on n'en a plus, bien, on peut en faire? Évidemment, la magie des technologies, c'est qu'on le voit dans le marché présentement. Il y a des gens qui se retournent de bord, les gens des imprimantes, etc. Là. Donc, avec les tissus, les choses comme ça, on risque d'être capable de se revirer. Mais directement de s'approvisionner, ça va être aussi compliqué
OK. J'aurais une question, Martin, un peu... Hélène, avant de conclure, parce que David, il doit nous attendre, j'imagine, parce que là, on a débordé un peu. Oh, OK. Mais non, mais vas-y, Hélène. On va faire ça rapidement. Je me posais la question, justement, par exemple, dans le centre où il y a eu plusieurs personnes qui ont eu le COVID et qui ont dû aller chercher des corps. S'il y avait un décès, mais un décès régulier, un décès normal, où la personne n'est pas atteinte, mais dans le même centre, est-ce que les mêmes procédures doivent être prises pour les représentants aussi? Non, pas nécessairement. On doit prendre les mêmes précautions qu'à l'habitude, c'est-à-dire toujours le port de gants, toujours désinfecter nos outils de travail et s'assurer que, de toute façon, les gens qui sont décédés présentement, je serais curieux de voir s'ils sont décédés dans le centre ou, par exemple, dans un centre hospitalier, donc qui aurait été transféré. Ce qui fait que si on va directement au centre, normalement, la personne n'est pas infectée, donc on utilise les méthodes normales et habituelles. OK, bien, merci pour ces informations. Bien, merci beaucoup, Martin. Puis merci à tout votre personnel également, parce que vous êtes au front également. Vous faites partie, pour moi, là, des services essentiels parce que la vie suit son cours. Il y a des naissances, il y a des gens à l'hôpital et il y a des morts. Il y a des gens qui sont dans les maisons funéraires. Et voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon courage. Au revoir. Alors, on va être de retour avec toi, Hélène, pour échanger un petit peu en attendant David Beaulieu de chez Atos pour venir parler de justement sa réalité aussi de maison funéraire, mais comment je pourrais dire, à une autre échelle. Alors, voilà. Et puis, Hélène, toi, tu accompagnes des gens, là, est-ce que c'est dans des milieux... comment je pourrais dire, de soins palliatifs? Est-ce que c'est dans des résidences quand tu fais tes accompagnements ou c'est à l'hôpital? En fait, moi, je vais partout. En ce moment, moi, je suis à travail à contrat, donc sur demande. Donc, ça peut m'arriver de travailler dans une maison de soins palliatifs. Ça peut m'arriver de travailler à domicile. J'ai fait beaucoup de domiciles. J'ai fait aussi des centres d'hébergement. Donc, partout où il y a des gens qui décèdent, j'ai pu être présente. C'est sûr qu'en ce moment, avec le contexte, tout le monde évite. On est tous en confinement, tout le monde évite ce genre de rapprochement. Donc, j'imagine que ça doit être difficile aussi pour les gens qui sont en fin de vie en ce moment et qui auraient besoin d'être soutenus puis qui, malheureusement, à cause du contexte, ne peuvent pas l'être. Je pense, entre autres, dans les hôpitaux où on va restreindre la présence même de la famille près de la personne qui est en fin de vie. Donc, c'est sûr que c'est pas évident pour personne en ce moment de vivre ce contexte-là. Puis même si je parlais avec certains représentants, parce que moi, comme je suis célébrante funéraire aussi, je parlais avec certains représentants de salon qui m'ont dit que c'est difficile pour nous aussi parce que ça fait partie de notre mission aussi, à quelque part, d'accompagner les familles dans ce moment difficile-là. Et là, on est aussi limité. On ne peut pas donner la main pour offrir nos sympathies. Il y a même des salons qui vont tout faire par téléphone ou par Zoom, comme on le fait aujourd'hui, pour pas que les familles aient à se déplacer, parce que souvent, il y a plus qu'une personne habituellement qui sont présentes quand on vient faire les préarrangements ou les arrangements après le décès. Donc, il y a même des salons qui vont tout faire par des moyens extérieurs. Donc, il n'y a même plus ce contact-là aussi avec les salons qui était quand même si c'était un contact professionnel, ce n'est pas un contact, c'est sûr, comme nos familles ou nos amis, mais c'est un premier contact qui est important avec des professionnels, des gens qui sont habitués de côtoyer la mort, de côtoyer des familles en deuil, qui ont de l'émotion et qui peuvent bien les soutenir à travers tout ça aussi. Fait qu'en ce moment, même pour eux, il y a aussi certains deuils à faire, de ne pas pouvoir, à quelque part, faire tout le travail qu'ils font habituellement avec les familles. C'est intéressant, ça, oui, c'est vrai. Donc, tu as la dynamique de la famille, ce que la famille vit au travers de tout ça, mais les professionnels, puis même, je pense, si on parle de professionnels, je pense aux gens qui travaillent dans les réseaux de la santé aussi, puis même dans les maisons de soins palliatifs, tout le monde a dû amener des changements dans la façon de faire les choses et de pouvoir accompagner ces gens-là qui sont malades ou qui sont en fin de vie. Donc, la dynamique est vraiment très, très différente et ça amène aussi un certain stress de la part de tout le monde, de tous les intervenants. On veut se protéger, en même temps, on veut continuer à faire notre travail, à aider les gens. Donc, il y a des mesures supplémentaires qui sont prises pour continuer à pouvoir faire notre travail d'une façon professionnelle aussi, là. Est-ce que, au niveau du sens du travail, est-ce que tu crois que ça enlève cette qualité-là
pour des gens justement qui n'ont pas l'impression qu'ils ont accompli de façon adéquate comme le métier ou leur profession. Tu sais, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, il y a une culpabilité qui embarque? C'est comme... Bien, je pense qu'il doit y avoir un vide là aussi. On parlait du vide tantôt que l'absence de funérailles causait. J'ai aussi l'impression que pour les représentants, par exemple, des salons funéraires qui accompagnent les familles d'habitude avec beaucoup d'empathie, j'ai l'impression que pour eux aussi, il y a un certain deuil à faire. Et qu'eux aussi ont à transformer leur façon de faire les choses et à se repositionner, à essayer de voir de quelle façon ils peuvent soutenir leur famille quand même. Je pense que c'est sûr que le deuil n'est pas celui de la famille qui vit le deuil, c'est clair, c'est pas dans la même intensité, mais je suis quand même convaincue qu'il doit y avoir au niveau personnel un petit vide à quelque part de dire, il me semble que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire pour cette famille-là. Tu sais, il y a quelque chose qui manque. J'espère qu'au moment où, parce qu'il y a beaucoup de funérailles qui sont reportées dans le temps aussi, Oui. c'est sûr que je pense qu'il va y avoir un gros rush à un moment donné aussi quand tout ça va se terminer puis que tout le monde va vouloir avoir des funérailles. J'ai l'impression que là aussi, ça va causer un autre type de problématique parce qu'on ne pourra pas faire toutes les funérailles dans la même journée. Il va y avoir des délais là aussi parce qu'il va y avoir une masse de funérailles à faire en même temps. Je pense que ça va être une autre période qui va être aussi particulière où on va devoir réfléchir encore là à peut-être des façons différentes. Donc, c'est ça qu'eux autres, à tous les jours, on voit qu'il y a des changements au niveau de ce que le premier ministre nous dit, puis du docteur Arruda et tout ça. On voit qu'à tous les jours, il y a des modifications dans nos façons de faire. Et j'ai l'impression que pour les salons, c'est la même problématique aussi. À tous les jours, il doit y avoir des changements, des modifications, puis dans le temps. Justement, oui, c'est ça. Oui, des ajustements qu'ils vont devoir faire, eux autres aussi, dans le temps pour justement être en mesure de pouvoir suivre le fil, le rythme des choses qui risquent d'être intenses à un moment donné, là, après tout ça. Là. Alors, on dira que cette période de pandémie, malgré le confinement, ça nous pousse à être tellement créatifs, hein? Oui, dans tous les milieux. Je trouve ça particulier, mais effectivement, à quelque part, il y a du bon dans ça aussi, parce que ça amène des prises de conscience sur nos façons de faire, puis à se demander, bien, dans un contexte comme celui-là, de quelle façon je peux continuer de soutenir les gens que j'ai le goût de soutenir à travers mon travail, tu sais. Mon conjoint m'a travaillé dans un centre d'hébergement, puis on en parle beaucoup parce que lui, bien, il travaille directement sur la ligne de front aussi, puis ils ont des mesures à tous les jours presque qui s'ajoutent dans les façons de faire pour qu'ils puissent continuer d'accompagner les gens, mais aussi de se protéger au travers de tout ça. Donc, tu sais, les façons de faire sont changeantes et différentes pour tout le monde. Ça demande énormément de souplesse et d'adaptation aussi à travers tout ça pour tout le monde. Oui, alors là, on voit que David n'est pas là, on l'attend toujours, mais entre-temps, je me demande si on ne pouvait pas se prendre une pause douceur, puis demander à Laure de se joindre à nous sous peu. Et puis, comme ça, on pourrait peut-être, en attendant, si David se joint à nous, parce que je trouvais que ça aurait pu être vraiment intéressant, ce regard-là, et leur offre qui est différente également quand tu es une grosse maison funéraire. Comment tu peux soutenir les familles? Alors, en attendant, on a espoir. Peut-être que, justement, c'est un autre qui a des défis techniques. Alors, je suis rassurée de ce côté-là. J'ai la moins folle. Mais ceci dit, Hélène... Oui, c'est ça. On apprend, hein, puis on s'adapte. Et puis, tout ça pour nous amener aussi à dire que ces espaces-là, c'est vraiment convivial. Je ne dis pas qu'on improvise, mais on accueille toutes les situations qui s'amènent à nous. Et puis, voilà. Bonjour Laure, tu es là, présente avec nous, tout en beauté et en douceur. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir d'être là et puis de vous transmettre un petit peu de ma passion et puis de mon grand bonheur, celui de goûter au son. Et puis celui de prendre conscience, surtout dans le contexte actuel, de l'importance de la musique. Comment ça peut nous apaiser. Et puis, Poutzadi, tu avais eu la bonne idée de me permettre de présenter les différents instruments que j'utilise. Et puis, ben, j'ai décidé de commencer par la voix.
parce que c'est mon recours ultime, la voix. Et puis je crois que comme c'est accessible à tout le monde, bien, j'aimerais ça souligner l'importance et puis toutes les façons différentes que la voix peut avoir de nous aider, de nous supporter. Quand on traverse des moments éprouvants, bien, la voix peut venir nous bercer, nous apaiser, mais aussi nous donner de l'énergie. Notre voix, hein, c'est comme une extension de nous-mêmes, c'est comme une signature ou bien une empreinte digitale. C'est très personnel. On peut reconnaître une voix parmi 1000 autres voix. Puis, d'ailleurs, j'ai envie de vous mettre au défi, puis de vous faire l'exercice. Fermez vos yeux, puis rappelez-vous la voix de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Elle va vous revenir, cette voix-là. Le souvenir d'une voix, c'est impérissable. Puis la vibration de la voix, ça peut nous ressourcer, nous revitaliser. Et puis, j'ai pris conscience dans toutes les pratiques vocales que j'ai faites, puis même sur scène, dans un contexte de divertissement, j'ai compris l'importance du rituel de la voix. Puis comment la résonance là, dans notre corps, quand on produit un son, comment ça peut nous faire du bien. C'est comme un massage intérieur, là, subtil. Et puis, tous les peuples ont une tradition vocale, un répertoire qui s'est transmis de génération en génération, que ce soit des prières, des incantations, des louanges chantées ou vocalisées, des histoires qui se racontaient. Et puis, dans les temps actuels, je pense que c'est le moment plus que jamais de raviver puis de faire revivre la magie de ces traditions-là. Une voix qui exprime le cœur, comme on a besoin en ce moment d'exprimer notre cœur. Une voix dans son authenticité. Elle est toujours belle. Puis on a oublié le bonheur de vibrer, de sentir ça dans notre corps. Être en résonance avec ce qu'on ressent, ça veut dire aussi qu'on se donne la permission de dire qu'on a mal quand ça fait mal. Puis concrètement, faire résonner sa voix, ça produit vraiment une vibration là, à l'intérieur de nous. Puis ça régularise le système nerveux. Ça a un impact au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, et puis au niveau aussi de nos capacités cognitives, parce que ça a un impact sur tout notre cerveau, sur les neurotransmetteurs de notre cerveau. C'est tellement accessible. On a tous une voix. Hein? Alors, faire vibrer sa voix, ça lève le voile sur ce qui nous habite profondément. La voix, selon moi, c'est un instrument d'apaisement. Et puis, ça trouve sa source dans le domaine des arts sacrés et puis du rituel, des protocoles rituels. La voix a le pouvoir de tracer un chemin intérieur, de nous enligner, puis d'induire un apaisement. Même dans les moments les plus difficiles, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant. Puis hier, je suis tombée sur une chanson extraordinaire que je n'avais pas eu l'idée de vous présenter jusqu'à maintenant, mais bon, j'ai tellement été séduite par cette chanson-là, puis elle est tellement appropriée que j'ai décidé de vous la faire. Donc, c'est une chanson qui s'appelle « La mémoire de l'homme ». Les paroles sont de Louis Larivière et la musique de Sylvain Poirier et de Louis Larivière aussi. Et puis, Sylvain a accepté de venir la faire avec moi. Donc, Sylvain Poirier. Allô, Sylvain? Allô? Allô? Vous déposerez mes cendres dans la forêt de mon père, près du sentier de ma mère. J'ai longtemps marché, j'y planterai un champ
Au lieu du froid des pierres, vous direz que leur grand-père ici s'est reposé. Oh, oh, c'est la poésie de l'ombre qui s'achève. C'est la mémoire de l'homme qui s'élève. Vous libérerez mon âme, où le chant de la rivière résonne dans la lumière, des mystères résonnent. Vous effacerez mon ombre sur le mur de la colère, dans la vallée des chimères, je me suis perdue. C'est la poésie de l'ombre qui s'achève. C'est la mémoire de l'homme qui s'élève. Vous avez le cœur en fête, près de l'arbre millénaire, où le tonnerre dans ma tête à tout jamais s'éteint. Vous déposerez mes cendres dans la forêt de mon père, près du sentier de ma mère, jamais disparu. C'est la poésie de l'aube qui s'achève. C'est la mémoire de l'homme qui s'élève. C'est la mémoire de l'homme qui s'élève. C'est la mémoire de l'homme. Merci, merci, Laure. C'est magnifique. Le plaisir est pour moi. Ce moment. Laure, on va se retrouver un peu plus tard dans les prochaines capsules, éventuellement, où tu vas avoir l'occasion de nous présenter d'autres jouets que tu, Absolument. que tu gardes précieux. Merci. Je vous souhaite une belle journée puis une belle continuation avec plein de ressources pour rencontrer la transformation qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup, Laure. Au plaisir. Alors, j'ai vu que David, entre-temps, s'était inscrit et joint à nous. Alors, Hélène, je suis bien heureuse, on va l'accueillir. Attends, Laure, on t'entend encore. Alors, on va se joindre, il va se joindre à nous, pardon, pour qu'on puisse justement lui poser quelques questions. Alors, bonjour David. Bonjour. Salut, Poussadi. Alors, c'est David, je fais juste une petite présentation pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure. Alors, c'est David Beaulieu qui travaille comme VP Innovation chez Atos. Et puis, justement, on a parlé auparavant avec Martin Bolduc de chez Bleu Ciel qui nous a exposé les réalités des maisons funéraires, justement, à l'heure où vous faites tout pour éviter aussi la contamination et protéger les familles, en même temps de les accompagner. Alors, ceci dit, on entend souvent justement cette possibilité, cette non-possibilité de célébrer à l'heure actuelle, mais la possibilité de reporter ultérieurement. Mais à travers ça, comme on discutait avec Hélène, le deuil, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? On le garde en suspens. Qu'advient-il de cette douleur-là, de cette souffrance-là? Est-ce que vous avez, vous, une autre façon de l'aborder également dans une maison funéraire qui est parmi les plus grandes là, au Québec, ici chez vous? Est-ce que tu peux nous en parler davantage, s'il te plaît? Oui, tout d'abord, désolé de mon retard. Vous comprenez que les moments actuels font en sorte qu'on... vous voyez, je suis de chez nous, là. C'est les portes de garde-robe derrière, donc on découvre les décors des maisons de tous et chacun. Oui, Bravo pour ça. Exact. Bravo pour vos backgrounds. Vous êtes visiblement mieux organisé que moi pour le télétravail. Ceci étant dit, je suis désolé, je voulais pas, j'ai manqué malheureusement le début de l'entrevue. Et donc, je vais peut-être me répéter ou peut-être redire certaines choses qui ont déjà été mentionnées. Mais oui, effectivement, pour ce qui est du deuil en ce moment, puis des rituels funéraires, c'est qu'on
on dit qu'on a mis le Québec sur pause. Notre premier ministre parle de ça souvent, presque tous les jours. J'utilise cette formule-là d'une certaine façon. Je ne suis pas le seul, au fond, là, mais le deuil, par contre, ne se met pas sur pause. Et au Québec, à chaque jour, il décède de façon quotidienne, normale, 180 personnes par jour. Et ça continue au travers de la situation actuelle. Et ce qui est extrêmement malheureux en ce moment, c'est que des gens qui vivent un deuil, qui sont fondamentalement, même dans une période où il n'y a pas de pandémie, se retrouvent souvent un peu isolés. Euh, Ils vont retrouver un certain réconfort dans le fait de se réunir physiquement. Et là, c'est quelque chose qu'on interdit fondamentalement, puis que tout le monde accepte volontairement parce qu'il faut le faire pour le bien de la communauté. Mais comment on fait donc pour réussir à trouver des mécanismes ou des solutions qui ne sont pas parfaites, mais qui peuvent d'une certaine façon aider à pallier à ce manque de rassemblement physique-là dans un moment où, humainement, on a le réflexe de se réunir. Euh, Écoutez, mon point de vue à moi, c'est toujours, et c'est pas nouveau, donc j'ai toujours été très proche des technologies, mais je pense que l'utilisation pertinente de la technologie, on en a un exemple en ce moment, c'est-à-dire on n'aurait probablement pas fait un live de cette façon-là si ce n'était pas de la situation actuelle. C'est peut-être pas aussi intéressant que d'être tous ensemble dans un endroit puis d'échanger, mais ça fonctionne quand même d'une certaine façon. Puis on est mieux de faire ça que de rien faire, je pense. C'est un peu la même approche En même temps, on qu'on peut toucher plus de gens là, en étant justement sur la toile. ouais, exact. Donc, il y a des côtés un peu insoupçonnés de ça. Puis d'un autre côté, c'était la prémisse de l'installation de certaines technologies, par exemple de web diffusion pour des rituels funéraires, qui étaient pour donner accès à des gens qui sont à l'extérieur ou à plus de monde, Mhm. euh, d'avoir accès à ces rituels funéraires-là. Donc, c'est des gens, par exemple, qui sont à l'extérieur dans d'autres pays, etc. Donc, c'était, disons, cette façon-là. Maintenant, ben, c'est des gens qui peuvent être notre voisin, mais qui ne peuvent simplement pas se déplacer. Donc, la pertinence de ce type de technologie-là prend son sens même dans les rituels funéraires. Pour ce qui est, tu sais, de la dimension vraiment du deuil, je pense qu'il faut continuer de favoriser des échanges euh, numériques, si on veut, qui, encore une fois, ne remplacent pas et ne remplaceront jamais un accompagnement personnel ou une proximité physique. Mais mieux vaut avoir des gens qui se parlent ou qui font un effort supplémentaire de rejoindre quelqu'un qui est en deuil par FaceTime ou par un live ou par SMS ou par Messenger ou par n'importe quoi ou par un appel. Hein, je veux dire, on oublie, là, mais on a des appels téléphoniques, by the way, qui existent encore. Euh, et donc, je pense que la dimension est dans la prise de conscience de tous et chacun de faire cet effort-là. Donc, tu sais, lorsqu'on rencontre des gens physiquement, on se met dans cette situation-là où on a un échange forcé d'une certaine façon, puisqu'on est face à une personne. On ne va pas rester silencieux en avant d'une personne qu'on rencontre physiquement. Par contre, l'effet pervers maintenant d'être isolé et d'avoir nos ordinateurs ou nos téléphones, c'est que ça devient plus facile d'oublier qu'on peut communiquer, qu'on doit faire ce geste-là, dans le fond, qu'on doit se forcer et se rappeler qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin qu'on leur parle aujourd'hui. Donc, je pense qu'une des choses à penser, à favoriser, c'est de la création peut-être de ces groupes d'échange-là de façon virtuelle. Dans certains cas, ça peut être des groupes de Facebook. Chez Atos, on est en train, en ce moment, de développer, dans le fond, euh, pour les familles, un endroit plus personnel que Facebook, au fond, pour échanger, c'est-à-dire de redonner un moment où on puisse avoir un échange avec les membres de la famille, qu'on va parsemer, par exemple, de chroniques ou de clips vidéo, par exemple. On travaille beaucoup avec José Masson pour expliquer cette importance-là dans des moments spécifiques, à dire, ben, écoutez, c'est normal aujourd'hui que vous ayez besoin de vouloir échanger, même si ce n'est pas une situation idéale. On vous invite à partager des souvenirs ici, partager des photos, des vidéos, des choses qui peuvent stimuler d'une certaine façon une discussion autour du deuil et puis dédouaner cette chose-là qu'on craint, qui pourrait rester très, très personnelle parce qu'on est isolé chez nous.
C'est peut-être pas tout à fait clair. J'ai abordé plusieurs affaires, là, mais... Est-ce que ces capsules-là que vous créez présentement, c'est pour le contexte de pandémie actuelle qu'on vit, cet isolement-là, ou c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et que ça sera éventuellement peut-être une autre façon pour les familles de célébrer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin des installations physiques, mais on se retrouvera sur le net pour célébrer le défunt parce qu'il y en a un qui est à Paris, il y en a un autre qui est en Ontario, etc. Est-ce que selon toi, avec peut-être, c'est peut-être trop tôt pour dire ça, mais est-ce que ça pourrait être une nouvelle façon de réinventer les célébrations funéraires? Ben, écoutez, j'ai toujours appuyé le fait qu'il fallait trouver une façon pertinente d'utiliser et j'appuie sur le pertinent. Donc, il ne faut pas utiliser des technologies simplement parce que c'est le fun ou c'est nouveau. Je pense que du moment où on utilise la technologie pour améliorer ou pour appuyer un besoin fondamentalement humain, à ce moment-là, on atteint quelque chose de bien, au sens que, tu sais, donc, oui, peut-être que ce qui se passe actuellement, c'est une accélération, dans le fond, dans ce besoin-là, compte tenu qu'on est absolument obligé de trouver des façons différentes de communiquer. Les capsules, par exemple, qu'on prépare, oui, elles vont parler de la situation actuelle. Par contre, l'élément en lien avec le deuil reste pertinent, que ce soit en pandémie ou pas. C'est-à-dire que ce que les gens vivent aujourd'hui, il y a une dimension, disons, une couche supplémentaire qui s'ajoute, mais les émotions vécues du fait qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé sont les mêmes qu'en dehors d'une pandémie. Donc, le contenu qu'on véhicule ou qu'on est en train de préparer sera bon pour tout le temps. Et à ce temps, je pense aussi que des gens qui sont en période de deuil, qui sont isolés de façon je vais dire normale, parce qu'on vit ce phénomène-là socialement aussi, un isolement social, et peut-être des personnes plus âgées aussi, ou simplement la société favorise d'une certaine façon un noyau très, très rapproché de personnes, puis moins un aspect communautaire. Donc, pourquoi pas, s'il y a des morceaux de cette technologie-là qui peuvent aider des gens dans un an, lorsqu'on sera complètement sorti de cette dimension pandémique-là, bien, excellent. C'est difficile, effectivement, de prévoir, mais je pense qu'il y a cette dimension-là d'urgence qui va amener une innovation qui peut continuer d'exister, tu sais. Ça me fait sourire parce que c'est le milieu funéraire est un milieu tellement traditionnel qui prend tellement de temps à changer que là, du jour au lendemain, ont dû se retourner et puis c'est vraiment des bouleversements pour des façons de penser, des croyances que ce milieu avait. Alors, je trouve que c'est beau et c'est bien aussi de les voir accueillir ce changement-là puis de s'ouvrir parce que tu comprends que le Salon de la mort, il y a quelques temps, tout le monde riait de moi, là, c'est comme t'es-tu folle, qui c'est qui va aller là? Mais regarde, là, ça prend tout son sens à l'heure où justement les gens ont besoin d'en parler et ont envie de partager sur ce sujet-là. On est en train de détabouiser aussi peut-être la mort aussi à force de la dédramatiser comme ça à coup d'échange, puis de s'ouvrir la porte parce que je suis contente aussi du fait que je trouvais que le milieu funéraire, c'est un milieu qui tout le monde travaillait en silo et peut-être que là, on peut vraiment voir cette ouverture-là où tout le monde travaillera ensemble, mais parallèlement, puis parce qu'un A s'enlève rien à l'autre et pour tous les acteurs, en fait, de ce milieu-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais avec ça dit, je trouve ça le fun, David, que justement, dans un contexte comme celui-là, les gens, autant comme les salons, en fait, tous les types d'entreprises doivent en ce moment se redéfinir et modifier des choses. Et je suis convaincue que ça va être pour le mieux après cet espace-là dont tu parles, que vous êtes en train de créer. Je suis convaincue que ça va aider beaucoup de gens parce qu'en plus, les familles sont souvent très distancées maintenant. Hein, on ne vit plus tout ensemble. Et il y a souvent des gens qui habitent à l'extérieur, qui ne peuvent pas toujours se déplacer dans des contextes comme celui-là, mais qui souhaiteraient être présents d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression qu'un espace comme ça va être très utile pour soutenir les gens. Bien, cette réflexion-là, elle s'était entamée au fond avant quand même la pandémie. C'est-à-dire que la réflexion d'être capable de donner accès à plus de gens qui sont effectivement éparpillés soit sur la planète. Donc ça, c'est l'image qu'on se fait, hein? C'est que les familles sont éparpillées sur la planète. Il y a un côté moins sexy de cette affaire-là où de façon sociale, on est plus isolé de façon générale. Les gens se voisinent moins. Il y a un effet vraiment je ne vais pas dire d'égocentrisme, mais de centrer beaucoup d'attention sur un petit noyau. Ma famille, mes enfants, ma gang, les voisins, c'est moins quelque chose. Donc, sociétalement, on a avancé vers ça. Donc, je pense que de développer ces outils
pourrait atteindre des gens parce qu'ils passent par un appareil mobile, ben c'est correct au fond. Le but de l'exercice, ce n'est pas de remplacer ce qui existe déjà, c'est par contre de trouver d'autres véhicules. Ouais, exactement, d'autres véhicules. Et si pour quelqu'un, la seule façon de comprendre son deuil, de le vivre sainement, c'est qu'on puisse lui parler au travers de son appareil mobile, fine. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Effectivement, là, il y a une accélération où il y a comme une prise de conscience généralisée sur c'est clair qu'on a besoin de ça rapidement parce que là, on est confiné. Puis c'est souvent comme ça que ça arrive en général. Quand on perd quelque chose, puis pour le deuil, pour la mort, c'est exactement un phénomène qui arrive. Donc, lorsqu'on perd la présence physique d'une personne, c'est le premier élément auquel on doit faire face. Ce changement purement dans la routine, c'est-à-dire que la personne, elle n'est plus là physiquement. Mais c'est la même chose, dans le fond, dans ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir comme on agissait à tous les jours. On regarde des trucs à la télé où il y avait des rassemblements, des festivals, on est comme, oh my God, c'est quasiment bizarre de voir ça aujourd'hui à force que c'est rentré maintenant dans notre tête qu'on doit faire extrêmement attention en ce moment. Donc, du fait qu'on manque de ces éléments-là par la force des choses, on se tourne rapidement à dire, OK, mais comment on va faire pour trouver une façon détournée de le faire? Plein de gens qui font des 5 à 7 sur FaceTime, je ne sais pas si vous avez vu ça. Fait, ça, c'est des choses qui arrivent spontanément, puis c'est souvent orienté vers le loisir. C'est correct parce que notre cerveau, il dit bien, comment je vais faire pour continuer à m'amuser avec mes amis? Beaucoup plus facile d'avoir cette réflexion-là que de se dire comment je vais faire pour me faire appuyer en période. Je veux dire, la réflexion autour de ça est beaucoup plus complexe. Par contre, elle arrive malheureusement, et je l'ai dit tantôt, pour presque 200 familles. 200 familles, là, c'est 200 décès par jour, fois 10, 15, 20 personnes qui sont touchées par c'est du monde, là, qui sont obligés de réfléchir à ça aujourd'hui. Puis on dirait que dans l'arc de prise de conscience de la pandémie, on est rendu à un point où là, on commence à se questionner sur cette dimension-là. Les premiers éléments, c'était, mon Dieu, c'est quoi ce virus-là? Comment on fait pour faire attention, pour pas se contaminer? Puis là, on est rendu à la réflexion de, OK, maintenant, mais comment on va faire pour pallier à certains manques sociaux fondamentaux qu'on se rend compte qu'on a perdus, tu sais? Et le deuil, puis la mort, puis les rituels funéraires font absolument partie de ça. Le retour vers ça. Tu sais, moi, tu parlais de société où les gens étaient plus individualistes, mais en même temps, c'est un retour où je rêverais de revoir les villages où les voisins se côtoient, où tout le monde se connaît par leur prénom. Tu sais, peut-être où justement, quand il y avait des décès, tout le monde allait visiter. Ça fait plus de sens. Peut-être qu'on va revenir à ça, à mélanger avec la technologie. On est un peu comme en suspens, là. Mais l'idée, c'est de voir une mobilisation quand même du milieu funéraire qui doit se renouveler, puis qui font affaire avec des gens comme José, comme Masson, comme plusieurs professionnels qui sont prêts, Hélène Giroux, qui sont prêts à justement épauler ces maisons funéraires à avancer, mais sans regard de compétition, là. Moi, c'est ça que... Non, c'est ça. Alors, je trouve que ça me réjouit d'entendre ça, de voir ça, que j'aimerais ça que tout le monde se prenne la main puis qu'on avance vers le même chemin, toutes maisons confondues, puis qu'il n'y ait pas de concurrence, parce que je trouvais que c'était lourd, parce qu'à chaque fois qu'on parlait de la mort, c'était toujours l'aspect monétaire qui venait pas loin derrière. Alors, ce regard-là, peut-être, va être changé parce que, justement, on va être appelés à travailler ensemble. Alors, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Si la question était dirigée vers moi, oui, je suis absolument d'accord. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que le côté financier toujours véhiculé en lien avec le milieu funéraire, c'est un faux débat au sens que, tu sais, il y a de tout pour tous les prix. Mettons qu'on part de ça pour dire tout le monde va trouver quelque chose à son prix. Fine, bon. Maintenant, on est dans un milieu, et tu sais, moi, je travaille dans le milieu funéraire et on pourrait estimer que je suis biaisé ou je sais pas quoi, mais ceci étant dit, ça reste quand même que je fais partie des intervenants de première ligne qui est témoin de grands changements sociologiques au niveau des rituels funéraires. Et je dis moi, là, mais moi étant un représentant, tu sais, beaucoup de monde du milieu funéraire. Donc, les réflexions qui émanent des gens qui travaillent dans le milieu funéraire nécessairement, doivent être prises au-delà de la dimension financière, je pense. Et il y a beaucoup de personnes qui, vous les avez vues, là, qui travaillent dans le milieu funéraire par
quasiment par une vocation, au sens que, tu sais, c'est un milieu qui est très demandant. Et en ce moment, tu sais, je veux dire, on parle beaucoup des infirmières qui sont, par exemple, il y a des docteurs qui sont dans les services essentiels. Je vous garantis que les gens qui travaillent dans le milieu funéraire en ce moment, tu sais, c'est pas évident, puis il y a toutes sortes de dimensions qui sont complexes. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'effectivement, par la force des choses, le discours revient plus humain que financier, qui est ce que moi j'aime beaucoup plus parler du côté humain, sociologique, du deuil fondamentalement qui on a oublié comment vivre le deuil. On est capable en tant qu'humain, ça a toujours été, de comprendre qu'est-ce qu'était la mort. On s'est illustré ça par des rites, des rituels selon dans quelle société on est. Mais je pense qu'il faut revenir, tu sais, d'une certaine façon, à être capable de comprendre qu'est-ce que c'est que le deuil, puis comment on le vit, et qu'est-ce que les rituels funéraires ont à voir dans le deuil. Tu sais, ultimement, c'est ça l'histoire. Puis maintenant, bien, on parle plus de ça. Je suis vraiment content de ça parce que c'est cette prise de conscience-là, au fond, qu'on pense qu'il faut qu'il y ait lieu d'une certaine façon. C'est ce qui s'est perdu dans plusieurs sociétés. C'est ce qui fait en sorte que les gens vivent leur deuil d'une façon souvent très difficile et qui vont avoir des enjeux de santé sur plusieurs années dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions claires. Donc, je suis content, bon, finalement, que vous soyez aussi les gens qui véhiculent cet angle-là. J'ai eu plusieurs interventions dans les grands médias. C'est aussi la question qui s'est posée. Donc, je trouve ça intéressant, effectivement, que le discours soit orienté vers ça. Je pense que ça va nous permettre de peut-être mieux nous enraciner, tu sais, puis de retourner à ces sources-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose de rassurant parce que moi, je peux dire que je suis biaisée par le volet culturel parce qu'en Asie, tu sais, c'est tellement important, ce culte des ancêtres, on se le remémore à tous les jours. Et pour moi, c'est important d'être enraciné comme ça puis de savoir d'où je viens. Alors ça fait partie du processus aussi de guérison du deuil. Tu sais, la personne est partie, mais tout ce qu'elle t'a apporté. Et ces célébrations annuelles ou hebdomadaires ou dépendamment de comment on a envie de la remémorer, cette personne défunte-là aussi, ça fait un apaisement sur « OK, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à la personne qui est passée avant moi. » Puis, tu sais, de ne pas oublier cette histoire-là de combat du passé, de tout ce qui est patrimoine aussi, c'est quelque chose qu'on oublie puis qu'on ne transmet plus à nos enfants, d'où là l'importance de bien être enraciné puis de justement vivre des rituels pour mieux les comprendre également et de les transposer aussi autour de nous. Alors, David... En ce moment, j'ai l'impression aussi que tout ce qui se passe est en train de transformer nos perceptions sur la vie, mais sur la mort aussi. C'est vrai, là. Tous les intervenants de tous ces milieux-là, en fait, travaillent justement en partenariat pour créer quelque chose de plus humain. Tu sais, une société plus humaine où justement on est moins centré juste sur soi, là. Clairement. Puis, je veux dire, pour ce qui est des 2 dernières semaines, j'ai eu des interventions avec des professionnels du milieu de la santé, des gens de la Maison Montbourquette, de José Masson, qui est de Deuil Jeunesse, de tout le monde est sur la solution aussi à dire comment on s'occupe des gens là, pendant cette période de, je ne veux pas faire d'analogie religieuse, surtout pas, mais une espèce de période qui n'est pas les mêmes, mais entre deux éléments plus clairs. On est sorti de notre cadre en ce moment. Comment on fait pour trouver une façon de ne pas oublier qu'il y a plein de gens qui vivent des affaires extrêmement difficiles en ce moment dans ce cadre qui n'est pas clair là. Et là, c'est là où tout le monde se concerte. Tout le monde est comme, OK, comment on peut faire ça? Nous, le milieu funéraire, veut pas, c'est une forme, je veux dire, d'entonnoir, au sens que les gens qui vivent un décès, nécessairement, vont passer au travers d'une maison funéraire à quelque part au Québec. Donc, si on peut être un acteur dans cet élément-là, à dire, voici des outils qu'on peut vous proposer, qui sont ensuite de ça alimentés par des professionnels du deuil, là, je pense qu'on commence à arriver à quelque chose qui... Et là, en passant, ce que je vous parle, même, c'est gratuit, là, ce qu'on offre. Là, au fond, c'est même pas du tout financier. On est au point à dire, il faut absolument qu'on soit capable d'aider ces gens-là. Puis c'est cette mobilisation-là, comme vous dites, Mme Giroux, qui effectivement a lieu. C'est triste. Mais oui, c'est triste dans le moment, mais c'est quand même beau de voir que ça se passe. Absolument. David, merci beaucoup pour l'intervention. Hélène? Ce qui en ressort est magnifique aussi. Oui. Qui ressort de tout ça.
Merci beaucoup encore, David. Puis à retardement, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on t'a eu avec nous. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir à travers ces capsules-là pour voir où en sont rendu en est rendu l'évolution, pardon, justement de la pandémie et comment on est capable d'accueillir tous ces gens-là dans la douleur et puis tirer du bon encore. Alors, merci. À la prochaine, David. Porte-toi bien. Bon courage. Merci. Hélène, on revient à toi et on va conclure ceci tranquillement. Puis on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine avec Marlène Côté, qui est directrice du soutien, mon Dieu, pour le soutien au deuil de la maison Victor Gadebois. Alors, on va voir comment les patients, les proches, les endeuillés sont soutenus dans ce contexte de coronavirus. Et avec toi aussi qui accompagne également et qui soutient les familles à travers les deuils. Donc, voilà. Et puis, parce que chaque deuil est unique, personnel et intime, je pense que c'est indispensable aussi de prendre son temps pour se reconstruire et puis pour retrouver sa force de vie. Puis pour les proches, mais soyez à l'écoute, soyez patients. C'est important d'être présent pour ces gens-là. Puis moi, j'aimerais aussi également prendre un temps de remerciement pour tous ces gens aussi qui sont dans les services essentiels, qui s'assurent de notre bien-être, que ce soit tous les gens qui sont à l'épicerie, à la pharmacie, à l'hôpital et surtout aussi les maisons funéraires, comme justement j'avais fait mention avec Martin et David qui ont renchéri. C'est des gens aussi qui prennent des risques pour nous. Et puis, je suis dans la gratitude de leur bon soin. Alors, moi, je peux juste vous dire merci Hélène, merci à tout le monde d'avoir été présent. Alors, je pourrais conclure en disant que ça va bien, mais ensemble, ça va aller encore mieux. Alors, ne perdez pas le contact avec votre entourage. Utilisez les moyens qu'on a à portée de la main en ce moment pour garder des liens, pour favoriser justement un rapprochement qui n'est peut-être pas physique pour l'instant, mais qui est très solidaire et qui est nécessaire aussi. Mais en tout cas, nous, on est là pour vous. Merci, au plaisir.